Alors, est-ce que les crypto-monnaies sont l'Eldorado de notre nouvelle génération? On va poser la question à notre prochain invité. Il est entrepreneur, il est globetrotter, il est breakdancer, il fait danser des millions dans la finance décentralisée. Merci d'accueillir Cyrus Fazel. Viens seulement, Cyrus, t'installer dans ton univers. Alors, j'aimerais que tu m'expliques ton univers, s'il te plaît, puisque quand je te regarde comme ça spontanément, je me dis pas que tu viens de Schwytz ou de Unterwald ou de Uri. Non, c'est vrai. Et bizarrement, en plus, je suis, à vrai dire, originaire de Saint-Gall. Mais ça ne pas. En fait, j'ai remarqué en Suisse, on arrive à faire plein de choses, à part à se vendre. C'est un des problèmes. Et je pense que dès le départ, chez Swissborg, quand on s'appelait Swissborg, on a toujours voulu comprendre, en fait, qu'est-ce que la Suisse a fait de mieux. Et dans le monde de la gestion de fortune, wealth management, c'est une des industries dans lesquelles je pense qu'on a toujours réussi à dicter, à créer, à innover. Et on s'est dit avec Swissborg, si on mélangeait le Suisse et le Borg qui vient du Cyborg, qu'est-ce que ça serait le mélange des deux? Et donc c'est pour ça que... Tu as un univers très patriotique, on dira. Mais tu m'as dit que dans ta société, tu as même créé un conseil fédéral, un conseil des États. Explique-nous. Très bonne question. Donc, au sein de la blockchain, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est une manière de spéculer ou de créer de la technologie, mais aussi c'est une cause sociale qui permet en fait de réorganiser un peu les sociétés, voire le peuple de demain. Et le peuple le mieux organisé du monde et la seule démocratie qui existe dans le monde, c'est la Suisse. Donc du coup, on se dit, il ne faut pas réinventer la roue, il faut essayer de reprendre cette belle roue, mettre une petite cloche avec, et puis essayer de comprendre comment le Conseil fédéral pourrait marcher au sein de chez Swissborg, avec la communauté, mais aussi le Conseil national, pour passer les initiatives, pour voter, faire des référendums et espérer de Donc créer c'est comme ça des que ça produits. se passe chez vous, dans votre hiérarchie? Alors, tout le monde pas peut surtout, voter. Okay. ouais, mais on essaye de plus en plus d'instaurer ça grâce à nos tokens, de voter, passer les initiatives pour différents choix stratégiques sur les produits, les marchés et comment ça interagit entre gens de la communauté. Vous avez travaillé dans la finance classique, dans une banque au départ. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le côté obscur de la finance décentralisée? Je dirais, qu'est-ce qui m'a mis dans dans le monde de la banque, c'était probablement l'envie de gagner beaucoup d'argent et de devenir millionnaire. Et puis en fait, je me suis rendu compte, qu'est-ce que c'est la vraie définition d'un millionnaire? C'est pas d'avoir 1 million de francs en compte en banque, mais c'est d'aider 1 million de personnes. Et en fait, comment on peut aider 1 million de personnes si on travaille dans une banque privée? C'est un peu compliqué. En revanche, si demain on peut réinventer le nom de la banque et grâce à une technologie comme la blockchain et réussir à finalement créer une plateforme où d'autres personnes peuvent s'enrichir, peut-être que là, ça peut finalement devenir un vrai millionnaire. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit en 2016 qu'on allait quitter le monde obscur pour aller dans le monde éclairé finalement. Exactement. Votre monde éclairé. Alors, vous êtes justement l'image type de cette nouvelle génération qui a gagné beaucoup d'argent avec la blockchain et les crypto-monnaies. Mais on nous vend souvent une espèce de facilité pour pouvoir obtenir ces gros montants d'argent. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça a été facile pour vous? En fait, l'accumulation de fortune, elle ne se fait jamais rapidement. Si elle se fait rapidement, tu perds rapidement. Okay. Donc tu as perdu rapidement. Tu as beaucoup gagné, tu as beaucoup perdu. Et je pense que les gens qui se disent ils ont eu beaucoup de chance, c'est très rare. Il y a eu des petits cas en effet où les gens ils ont perdu leur bitcoin et puis finalement ils ont retrouvé leur mot de passe, si vous voulez, pour les restaurer. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Si vous avez acheté les bitcoins à 1000 balles, si vous le voyez à 5000, vous les vendez, vous avez déjà fait 500%. Donc de garder de 1000 à 68 000, il faut soit être complètement fou ou être vraiment passionné finalement de ce qu'on fait, de travailler dans ce monde-là pour faire finalement une grosse différence et pas seulement de s'enrichir. Et peut-être que là, oui, il y a eu des fortunes qui ont été créées, ça c'est certain. Vous avez perdu beaucoup d'argent? Bien sûr. Ouais. Vous en avez gagné beaucoup aussi. Je vous laisse le plaisir de la scène. Merci. Vous faites encore du breakdance ou pas? Toujours un tout petit peu, ouais. Bravo. Multifonction, c'est ça la nouvelle génération. Je vous laisse le plaisir de la scène. Vous avez une zapette qui est là, si jamais, Cyrus. Tu as, pardon. Je vais essayer, je vous promets pas, je te promets pas.
Là, il y a une vidéo qui devrait démarrer Ça théoriquement. devrait démarrer, mais c'est pas grave. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment le chaos de la blockchain? Et plus important, qui dans la salle pense que ça va être une technologie dans laquelle on va tous utiliser? Levez votre main. Donc ça veut dire qu'il y a probablement 40% de sceptiques. Bon, pour ceux qui ont levé la main, qui y croient, il y a une application qui s'appelle Swissborg qui est incroyable. Je vous invite de la télécharger et de goûter un peu ce que c'est le monde de la finance décentralisée et bien plus que ça. Pour les autres personnes qui n'y croient pas vraiment, ben, c'est normal d'être sceptique. Dès qu'on voit une nouvelle technologie, on a toujours un petit moment de « mais non, mais à quoi ça sert? Ah non, c'est trop compliqué. Ah non, je ne ferai jamais ». C'était la même chose pour le téléphone. Western Union a dit en 1876, ils ont dit que la communication ne sera jamais faite au téléphone, mais seulement de personne à personne. Pareil pour la voiture. Tout le monde a pensé que la voiture n'allait pas être juste une blague, et en fait, c'est les chevaux qui allaient être le moyen de transportation majoritaire. Le CEO lui-même d'IBM, la société technologique qui existe depuis quasiment une centaine d'années, a dit qu'il y aurait seulement 5 ordinateurs. McAfee, un des plus gros génies de l'histoire de l'antivirus et aussi du monde de la décentralisation, a dit que probablement Internet, ça n'allait pas marcher, que ça allait exploser. Le CEO de Microsoft a dit en 2007, ouais, bon, les trucs de tactile comme les iPhones, ça ne marchera jamais. Non, non, ça jamais. On voit ce qui s'est passé dans le monde de Microsoft et les téléphones. Et aujourd'hui, on doute la même chose sur le Bitcoin, aujourd'hui, surtout aujourd'hui qui perd un peu. Pareil sur Swissborg et aussi encore plus comme l'intervention de Shiraz sur la métaverse. Tout ça pour dire en fait, l'être humain n'a pas vraiment le choix de savoir s'il va adosser ou pas une technologie. Quand je vois par exemple les grands-parents de ma femme, qui aujourd'hui ont fait des FaceTime avec eux, qui ont entre 80 et 90, vous pensez vraiment qu'à 10 ans, j'aurais dit oui, vous allez faire un FaceTime? Bien sûr que non. Ils ont dit mais pourquoi je ferais un FaceTime? Quand je viens de voir ta femme, je vais chez elle, je l'embrasse et c'est tout. Non, aujourd'hui, ils ont été dernièrement, ils n'ont pas pu aller à un mariage dernièrement. On a du coup, on a fait un FaceTime pour qu'ils voient en temps réel finalement ce qui se passait. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la blockchain? La blockchain, ce qui est génial à la blockchain, c'est que c'est une technologie qui est complètement décentralisée. C'est une technologie qu'en fait, tout le monde est propriétaire, mais personne n'a vraiment le pouvoir par-dessus. Quelque chose de très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde qui avance de plus en plus vers une centralisation. Les grosses sociétés technologiques aujourd'hui sont en train de s'empirer de tous les parts de marché, de toutes les différentes industries. Google, Facebook et les autres ne sont pas seulement des géants de la tech, c'est des géants aussi de la finance, ce sont des géants du healthcare, ce sont des géants de tous les différents domaines. Et on voit qu'une centralisation se fait de plus en plus. Et on sait qu'est-ce qui se passe quand l'homme a trop de pouvoir, très souvent, arrive à une dictature. Donc comment changer ça? Mettre ce super emblème de la Suisse, qui est finalement de créer une démocratie par-dessus. Et c'est ça en fait ce que vraiment est la blockchain. La blockchain permet finalement de réorganiser en fait les sociétés, de réorganiser en fait les pays, de façon en fait qu'il n'y ait pas d'un roi ou d'une reine, mais finalement d'avoir un peuple d'utilisateurs, d'investisseurs qui sont les mêmes pour amener à faire un but qui soit bien déterminé et qui soit en général enregistré, codé pour que ça marche vraiment bien. Donc, qu'est-ce que sont les crypto-monnaies? C'est un mélange de Roger avec finalement plein de pièces. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait. Si on regarde un peu le monde de la blockchain, souvent on parle de Terminator, mais vraiment techniquement ce que c'est, on a parlé de la philosophie tout à l'heure, mais vraiment en fait c'est juste un cahier de charge. On arrive à voir des entrées et des sorties que personne ne peut vraiment effacer. Donc si par exemple, moi j'envoie des bitcoins à Pascal, parce que j'adore les loutres, et je vais acheter quelque chose sur coca.ca, si je lui envoie des bitcoins, eh ben, à jamais on sera relié à travers la blockchain. Et personne ne pourra effacer en fait cet échange. Maintenant, pourquoi il y a des milliards de cryptos? Et pourquoi il va y avoir des trilliards de différentes cryptos? Parce que ce ne sont pas toutes des monnaies. On n'a pas besoin d'avoir des millions de monnaies. On le voit bien aujourd'hui,
Il y a 3 ou 4 monnaies ou 5 monnaies qui marchent réellement dans le monde. La plupart des autres, il y en a des monnaies locaux, mais ça ne marche pas forcément. Donc le premier des use cases qu'il y a eu sur les cryptos, ce sont les monnaies. Donc le Bitcoin a été créé en 2010 pour finalement devenir une monnaie digitale qui pourrait remplacer le dollar, qui pourrait potentiellement être contre les banques gouvernementaux. Il y a eu le Litecoin, le Monero, il y a eu Shiba, il y a Doge. Plein de ces cryptos, leur but, c'est d'être soit l'or digital, soit d'être une monnaie d'échange. Ensuite, il y a eu toutes les blockchains. Les blockchains, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'autoroute. Comme disait tout à l'heure Sheraz, c'est un peu le système d'opération comme iOS ou comme Android, et dessus, on peut construire des applications. Donc, chaque autoroute peut construire des applications qui sont différentes, et chaque blockchain, finalement, est plus ou moins rapide ou a plus ou moins une technologie différente de l'une à l'autre. Le troisième sont tous les jetons d'utilité. Par exemple, Swissborg, nous, on a créé un jeton il y a 5 ans. Et ce jeton peut permettre au sein de notre plateforme de devenir membre, de pouvoir voter, de pouvoir finalement bénéficier de plein de différents pouvoirs, d'avoir moins de frais, d'avoir plus d'intérêts communs sur ces différents dépôts et plein d'autres utilités qu'on ne peut même pas encore imaginer. Les sécurités tokens, ce qui est très intéressant, c'est en fait comment tétriser n'importe quelle valeur mobilière. Donc, ça peut être de la monnaie. Donc là, dans ces cas-là, c'est du USDC. Donc, chaque fraction de ce token représente une fraction d'1 $. Mais ça peut être de l'or, ça peut être finalement vos sociétés, ça peut être ce que vous voulez en fait. On pourrait tokeniser le Swiss Center Technology et on pourrait représenter que chaque token représente une part de cet immeuble. Le dernier, c'est tout ce qui est relatif un peu au monde de la métavers, les NFT. Les NFT, qu'est-ce que c'est? C'est une preuve d'identité digitale qui est à soi. Donc en général, ce qui est intéressant des NFT, c'est qu'on ne peut pas les tétriser, bien au contraire, c'est chaque token représente un droit d'image dans la Web3. Et on sait qu'aujourd'hui, les NFT, c'est quelque chose qui est en vogue, qui est en explosion, parce que tout le monde veut se réinventer dans le monde du digital, mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant dans le monde des NFT, c'est en fait les jeux vidéo. Les jeux vidéo aujourd'hui, c'est une des plus grosses industries qui soit, 220 milliards l'année dernière de revenus. Dans ces 220 milliards de revenus, rien n'est allé aux joueurs. On sait que dans le monde des grands sportifs, comme la FIFA ou d'autres fédérations dans le monde, dans le tennis, 50% des revenus vont aux joueurs. Grâce aux NFT, grâce aux différents jeux qui sont la blockchain, demain, ces NFT, donc ça peut être des chapeaux, ça peut être un pull, ça peut être une raquette de tennis qu'on a gagnée, ça peut être un joueur. Tous ces différents objets dans lesquels le joueur pourra gagner lui appartiendraient et du coup, il pourra potentiellement les vendre. Donc là, vous pouvez voir en fait, à travers les 5 différents frères et sœurs dans la crypto, vous, dans votre entreprise, quel serait peut-être un moyen d'intégrer un de ceux-là pour permettre de créer quelque chose de très différent de ce que vous voyez dans le monde actuel? Pour faire un peu penser à l'histoire de la crypto, il y a eu le Bitcoin, on a parlé de Ethereum juste tout à l'heure. Encore une fois, Ethereum, c'est vraiment la blockchain dans laquelle on a construit les applications par-dessus. Par rapport à l'énergie qu'on a répondu tout à l'heure, jusqu'à la semaine dernière, Ethereum était super énergivore. Parce que ce qui se passe quand il y a une transaction, il y a des mineurs, donc ce n'est pas des gens avec des pics, mais c'est quasiment la même chose. C'est les ordinateurs qui font dans le monde entier, et en fait, comme on est obligé de mettre le moteur à fond comme une Ferrari sur des millions de différents serveurs, ça crée beaucoup d'énergie. Depuis la semaine dernière, tout ça c'est fini. En fait, 99,9% des consommations d'Ethereum, c'est terminé. Donc aujourd'hui, vous avez seulement Bitcoin qui est encore très énergivore. Tout le reste de la blockchain, maintenant, en fait, c'est quasiment vert. Ce qui est vraiment, vraiment génial, grâce au fait qu'ils ont changé un consensus. Et vous savez comment ce consensus a été changé? De façon 100% démocratique. Et c'est ça la beauté. Ce n'est pas une personne qui a dit « on va tout changer ». Non, chaque validateur, chaque token holder
a le droit aujourd'hui de dire « je veux la version verte », dont Swissborg a forcément choisi, ou la version polluante que beaucoup de mineurs ont choisi parce que ils ont des ordinateurs, des serveurs, et ils veulent forcément amortir leur coût d'achat. Donc c'est ça qui, en fait, qui devient quelque chose de très intéressant au niveau social, au niveau en fait, démocratique qui se passe. Aucune autre société dans le monde aurait pu faire ce choix, en fait. Mais Ethereum, grâce au système qu'il y a derrière de démocratie, très inspiré de la Suisse, a réussi à le faire. Swissborg, vous le savez peut-être ce que c'est une application qui permet de permettre à n'importe quel utilisateur en Europe et ailleurs de finalement venir dans la crypto et partager dans le monde de la finance décentralisée. Et le dernier cas qui est vraiment très intéressant, qu'on a fait une petite allusion tout à l'heure, c'est le monde de la métavers, mais sur la blockchain. Donc Sandbox, c'est par exemple un jeu dans lequel vous pouvez jouer. La seule différence, c'est que c'est votre identité, c'est votre joueur. Si vous voulez aller, par exemple, Snoop Doggy Dogg a créé son persona. Aujourd'hui, Snoop Doggy Dogg a vendu plein de ses personnages ou plein de ses chaussures à qui il veut. Et en fait, l'argent va directement à lui et non pas à Sandbox. Bien sûr, Sandbox se retrouve avec leur token et leur token permet d'acheter des terrains et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Mais le commerce qui se fait au sein du terrain que Snoop Doggy Dogg a acheté sur Sandbox, c'est lui qui le gère comme il veut. Et c'est ça qui est incroyable. Donc en fait, si vous pouvez vraiment résumer en fait ce que c'est vraiment la blockchain et la différence de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on avait un président, une présidente, un roi, une reine, un CEO ou une CEO. Et derrière, il y a les utilisateurs et derrière, il y a les investisseurs. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que même si le roi et la reine est quelqu'un de vraiment une personne qui est ouverte et qui comprend en fait ses utilisateurs, c'est souvent, il doit plaire à ses investisseurs avant aux utilisateurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'est dans la plupart des sens. Ce qui est génial de la blockchain, finalement, c'est qu'il n'y a pas d'utilisateurs, investisseurs ou autres. Tout le monde se rejoint en fait dans le même panier. Et c'est ça qui devient en fait quelque chose de très, très différent, de créer un alignement en fait dans un écosystème. Très souvent, en fait, quand on parle d'investissement, on se dit « Ah, mais c'est super complexe ». Mais en fait, vous investissez tous les jours. Et le problème qu'il y a de l'investissement et de chaque personne, et l'expérience qu'elle a, c'est dire « Ok, je vais regarder l'investissement numéro A d'un côté et numéro B de l'autre. » A va dire « Ah, ben, je gagne 15% par année », l'autre B va faire « Ah, je gagne seulement 6% par année ». Qui choisirait la solution A ? Donc tout le monde veut perdre de l'argent, c'est ça ou Je la refais. Solution A, 15%. Solution B, 6%. Choisissez A ou B. Qui choisit A? D'accord, tout le monde a l'air d'être réveillé. Parfait. C'est logique de finalement choisir la solution A. Si maintenant je vous dis que la solution A, c'est le titre de Gazprom qui est aujourd'hui en train de financer la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et la solution B, en fait, c'est une superbe start-up de l'EPFL qui est en train de faire que toute l'énergie devient verte et que tout le monde peut permettre finalement à décentraliser le pouvoir du pétrole et rendre le monde meilleur. Vous choisirez A ou B. Potentiellement, qu'il y a un qui en pourra. Mais j'imagine que notre génération, on ira pour B. Parce qu'on voit le consensus, on comprend en fait l'impact que ça va avoir, l'impact que ça va avoir sur notre vie, sur notre planète, mais surtout sur notre identité digitale. Et ce qui est génial de cette identité digitale, de la blockchain, de celle de la Web3, c'est que vous ne pourrez pas les effacer. Demain, quand vous serez en train d'investir à travers la crypto, on aura cette trace à jamais. Vos petits-enfants sauront dans quoi vous avez investi, dans quoi vous n'avez pas investi, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et c'est ça finalement en fait la beauté qu'il y a dans le monde de la blockchain, c'est de permettre de créer une identité digitale, d'investir dans ce qu'on utilise, d'investir dans ce qu'on arrive à croire, et pas seulement en fait dans ce qui va nous enrichir personnellement. Parce que finalement, l'enrichissement personnel le plus grand, c'est de fédérer une communauté, de créer un peu une famille autour de soi, de créer une vision, une mission qui va avec cette famille, et ensuite la transmettre à une communauté la plus grande. Et pour cela, on est très content à Swissborg qu'on était une petite entreprise il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est 250. Et il y avait seulement très peu de personnes dans la communauté. Aujourd'hui, on est plus de 700 000.
J'espère que cette présentation vous a beaucoup plu et je vous invite à rejoindre le train de la Web3 et encore une fois à télécharger l'application. Merci beaucoup, Cyrus. Merci. Tu vends très bien la crypto-monnaie. Peut-être ce que tu as oublié de dire, c'est qu'effectivement, cette industrie a vécu un véritable crash au mois de mai, avec notamment la blockchain Terra qui s'est effondrée. Toutes les monnaies ont perdu presque 70% de leur valeur. Comment aujourd'hui faire confiance à cette monnaie qui est extrêmement volatile? Je viens de regarder ce matin, un des plus gros fonds immobiliers de la Suisse vient de perdre 25% sur les 3 derniers mois. Là, on parle de 75%, 3 fois pire. 500 milliards hein, quand même. Je suis d'accord. Netflix a perdu 75% sur les 5 dernières années, 4 fois. Ou sur les 10 dernières années. Ce qui est vraiment important en fait dans l'investissement, c'est de ne pas dire je vais choisir le meilleur investissement qui va tout le temps gagner. Parce que ça n'existe pas en fait. C'est comme dire je vais choisir. Si tu es fan finalement de l'équipe de Lausanne de hockey, ben, tu vas les supporter quand ils gagnent, tu vas les supporter quand ils perdent. Et je pense que c'est ça qu'il faut, et c'est ça qui est la vraie wealth, la vraie fortune, c'est de pouvoir créer forcément investir en quelque chose qui va marcher. Parce que si on perd de l'argent, ça ne fait pas de sens. Ensuite, c'est de comprendre en fait, est-ce que ce produit m'intéresse ou m'intéresse pas, et est-ce que la philosophie derrière m'intéresse ou pas. Et pour moi, par exemple, le Bitcoin, c'était très simple. Je suis arrivé en tant qu'hedge fund manager et ancien banquier, j'ai vu les trucs de la crypto, j'ai dit bon, ça a l'air marrant ce truc. À part pour acheter sur le dark web quelques trucs illicites. Il n'y a pas vraiment d'utilité, mais je vais mettre un peu d'argent pour utiliser, pour voir. Ensuite, je me suis vite rendu compte, et ça c'était quand le Bitcoin était, je sais pas, 800 $, on va dire, je me suis rendu compte que mon père, en Iran, je ne peux pas l'envoyer de l'argent en Iran, mon père, je ne vais pas le twinter, ça c'est clair. Ça va directement au gouvernement. En fait. Ouais, je pense. Et de ce fait-là, en fait, je me suis rendu compte que le Bitcoin je pouvais envoyer, il n'y a pas de frontière qui est avec le Bitcoin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le Bitcoin, ça peut être un produit intéressant. Oui, mais toi qui as fait de la finance classique, tu sais qu'il y a quand même des titres qui offrent une certaine sécurité. Là, on parle de 72% de valeur, 500 milliards qui ont été perdus. Il y a un impact direct dans l'économie réelle. Ta société, par exemple, a dû licencier du monde, 27 personnes. Donc, ça veut dire que quand même, il y a un vrai impact qui bouleverse la vie économique d'aujourd'hui. 100%. Mais ce que je pense qui est vraiment important, c'est que pour ceux qui ne sont pas rentrés dedans, c'est un peu les soldes en ce moment, donc ça c'est intéressant. C'est le bon moment pour rentrer. Pour les autres, c'est toujours un moment de bon renflouer aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir dans le monde politique, on n'est pas très loin d'une troisième guerre mondiale. On n'est pas très loin d'une révolution écologique catastrophique. On n'est pas très loin finalement de la plus grosse crise des 30 dernières années. En fait, on voit bien que la société est malade. Et peut-être qu'il y a une corrélation aujourd'hui avec la crypto, avec les mondes de la technologie et les stocks traditionnels. Mais on sait que demain, en fait, le futur nous réserve quoi? Et comment, en fait, on peut transcender d'une société à une autre? Probablement, la blockchain, c'est une des technologies la plus favorable pour arriver. Ce que tu nous dis, et après je passe la parole à Cédric, c'est que quelque part, dans ce monde-là, il y a plus d'éthique que dans la finance normale. Je pense qu'il y a les deux. Il y a quand même toujours les deux. Parce qu'on arrive toujours dans la crypto pour la première raison, c'est pour faire beaucoup d'argent. Et après, on comprend le produit et après, on comprend la philosophie. C'est les 3 P qu'on dit en général. Mais je pense que ce qui reste, en tout cas, c'est les vrais. C'est toujours la même chose. Et c'est ces moments-là qu'on voit en fait les communautés qui se soudent ou les communautés qui partent. Donc les gens qui se disent oh bon, Swissborg a déjà perdu 75%, ça vaut plus le coup. Et d'autres personnes qui disent mais non, mais en fait c'est maintenant qu'il faut pas seulement investir, c'est maintenant qu'il faut se souder. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté tribal qu'on n'arrive pas à recevoir dans la finance. Dans la finance, c'est noir ou blanc en fait. Parce qu'encore une fois, on investit déjà souvent de l'argent qui n'est pas le sien, on investit l'argent des autres. Et surtout, l'argent n'a pas d'odeur. Dans la crypto, tout est inversé. L'argent a énormément d'odeur parce que ça reste, c'est pas d'identité digitale. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui... Pourtant, étonnamment, ça devrait être le contraire. C'est digital, donc quelque part, le digital n'a pas d'odeur. Beaucoup moins que l'argent... Mais il y a une trace. Ouais, c'est la traçabilité alors. Et encore plus avec les NFT aujourd'hui, ce qu'on crée, c'est l'identité digitale finalement. Donc je pense, pour comprendre pourquoi les gens sont aussi passionnés, c'est ce qu'en fait, on voit que le monde est malade. Et il faut finalement trouver de nouvelles solutions pour que le monde soit meilleur, qu'il soit plus de personne à personne, et que finalement, on arrive à être un acteur et un shaper.
Vous défendez bien la crypto-monnaie, ça doit être votre côté iranien, je pense. Cédric. Beaucoup de questions. Merci. Un sujet qui passionne beaucoup de monde. Je propose d'essayer d'en poser un maximum et puis qu'on synthétise peut-être les réponses. Comme ça, on peut donner la parole un peu à tout le monde. LS, c'est comme ça qu'il se prononce. La blockchain appartenant à tout le monde est contrôlée par personne ou l'inverse? Quelles sont les dérives possibles et comment les gérer? La blockchain en général est considérée par un système de consensus qui est fractionné par le nombre de tokens qu'on a, surtout aujourd'hui ce qui est le proof of stake. Donc en gros, un token représente une voix finalement. Si en effet quelqu'un a plus de 50% de la blockchain, il peut faire ce qu'il veut avec. Mais s'il peut faire ce qu'il veut avec, ça veut dire que personne ne va avoir la confiance dedans, donc du coup il va partir. Donc plus une blockchain est décentralisée, plus une blockchain en fait est appréciée. Parce qu'on se rend vite compte que c'est décentralisé. Il y a quelques blockchains, je ne dirais pas le nom, qui sont forcément de Chine, qui sont beaucoup plus centralisées. Est-ce que nous, on développe dessus? Forcément pas, quoi. Et donc, comme il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas d'application, comme il n'y a pas d'actions, il n'y a pas d'utilisateur, donc en fait, c'est là où le monde est beaucoup plus juste, parce qu'il est complètement transparent. On arrive à voir, en fait, en un claquement, voir si... s'il y a beaucoup de validateurs, s'il y a beaucoup de token holders, s'il y a beaucoup de wallets, et ainsi de Mais suite. est-ce que cette monnaie a encore cette image de monnaie voyou utilisée justement par le darknet? C'est un peu ce qui lui colle à la peau? Je pense qu'il y a toujours les possibilités de faire quelque chose de sale entre personne à personne. En revanche, tous les bitcoins, par exemple, ou les cryptos qui viennent dans notre plateforme chez Swissborg, nous, comme on est régulé, comme une société régulée dans différentes juridictions à travers l'Europe, on est obligé de scanner en fait tous les différents wallets. On voit du coup toutes les transactions, comme vous avez vu tout à l'heure avec Terminator, là, on voit toutes les transactions. Donc on peut savoir en fait s'il y a eu quelque chose de douteux ou pas. Donc finalement, c'est l'outil magnifique pour n'importe quel gouvernement pour être sûr que... Finalement, vous avez en quelque sorte une FINMA à l'intérieur de la crypto. Cédric. Alors Daniel nous dit décentralisation croissante, distribution de richesses et quid de Meta, donc Facebook, qui s'annonce comme le ou l'un des maîtres tout-puissants du métavers. C'est clair, et c'est ça qu'il faut combattre. C'est le danger total qui reste dans ce monde. On ne peut pas réaliser à quel point on est riche et à quel point on est pauvre. On est pauvre parce qu'on donne toute notre data à Facebook. On est riche parce qu'on a une chier de data nous-mêmes. Et aujourd'hui, Facebook, avec toute la data qu'ils ont, si demain, par exemple, vous avez une super belle famille, toute votre famille meurt, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Toutes les communications que vous avez eues sur Facebook, Instagram, WhatsApp et tous les autres différents, en gros, plateformes de social media sont enregistrées dans cette métavers. Et peut-être demain, Mark Zuckerberg ou d'autres dirigeants de société vont dire « Mais tiens, viens voir ta femme de temps en temps, viens voir tes enfants grandir dans la métavers, petit à petit te tirer. » Et on sait très bien que n'importe quelle société technologique, ils veulent finalement avoir plus d'emprise sur vous. Que ce soit peut-être pour le bienfait ou pour le malfait. Et le danger, en fait, c'est de ne pas distribuer ce pouvoir, de ne pas décentraliser ce pouvoir et donner toute votre data finalement à ces grands géants. On dit justement que les données sont le pétrole d'aujourd'hui et de demain. Exactement. Et c'est bien juste. Cédric? Oui, alors j'en ai une qui va chevaucher deux thèmes. Comment la gouvernance traditionnelle va-t-elle évoluer avec la blockchain? On la garde pour après? Ouais, on va la garder pour après, Okay. parce qu'on va parler justement gouvernance et J'en ai une que je blockchain. trouve vraiment très intéressante. Qu'est-ce que mon boulanger peut faire de la blockchain? Pour être réellement dans le concret. Je pense que le meilleur concept, c'est de tokeniser une baguette et de commencer à vendre. Non, plus intéressant. C'est d'investir dans Swissborg. Il peut faire plein de choses, j'imagine. Mais il peut fidéliser ses clients avec des NFT. Il peut permettre d'avoir une boulangerie dans laquelle on peut voter pour ces tokens pour créer des nouveaux produits. Il peut imaginer plein de choses qui sont assez grands. Ce qu'il faut juste comprendre par la blockchain, c'est toujours une chose. C'est comment en fait fédérer une communauté et la laisser décider de plein de différentes choses qui sont sur votre plateforme. Et c'est ça qui rend un peu ce truc un peu unique, que plein de sociétés ont réussi à créer dans cette communauté. Et maintenant, en fait, ils peuvent enrichir cette communauté à travers ces jetons. Est-ce qu'on passe juste au sondage? Est-ce que tu as remarqué, Cédric, que nous, vieille génération, on se dit on est hyper jeunes, on utilise les trucs Slido et tout, et eux, c'est lever la main gauche, lever la main droite, hop, hop, hyper facile. Hein, comme quoi, on se complique parfois la vie. Alors, on aimerait vous poser cette question-là. Qui a déjà acheté des crypto-monnaies?
Et il y a un deuxième sondage qui devrait apparaître aussi, c'est qui a déjà perdu beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies. Donc, toi, tu as perdu beaucoup d'argent, mais tu en as gagné beaucoup aussi. Donc, on voit qui a déjà acheté des crypto-monnaies. Donc, on a quand même 61 personnes, enfin un pourcentage de 61%, 63% de gens qui ont acheté des crypto-monnaies, 39%, et qui a déjà perdu, et qui n'ont pas acheté, pardon, excusez-moi, c'est la vue, hein, c'est l'âge. Et est-ce que vous avez déjà perdu de l'argent avec la crypto-monnaie? Ça fluctue, hein? Bravo. Félicitations, effectivement.